Communication des messages. En théorie, une communication unique, comme une vidéo musicale ou un courriel, pourrait être transmise à travers un réseau depuis une source vers une destination sous la forme d'un flux continu et volumineux de bits. Si des messages étaient réellement transmis de cette manière, alors aucun autre périphérique ne serait en mesure d'envoyer ou de recevoir des messages sur ce même réseau pendant le transfert de ces données. Ces flux de données volumineux entraîneraient des retards conséquents. En outre, si un lien dans l'infrastructure du réseau interconnecté échouait durant la transmission, la totalité du message serait perdue et devrait être retransmise dans son intégralité. Il existe une meilleure approche qui consiste à diviser les données en parties de taille moins importante et plus facilement gérables pour les envoyer sur le réseau. Cette division du flux de données en parties plus petites est appelée segmentation. La segmentation des messages présente deux avantages principaux. Tout d'abord, par l'envoi de parties individuelles de plus petite taille depuis une source vers une destination, de nombreuses conversations différentes peuvent s'entremêler sur le réseau. Le processus qui sert à entremêler les parties des différentes conversations entre elles sur le réseau est appelé multiplexage. Ensuite, la segmentation peut augmenter la fiabilité des communications réseau. Les différentes parties de chaque message n'ont pas besoin de parcourir le même chemin sur le réseau depuis la source jusqu'à la destination. Si un chemin particulier devient encombré en raison du trafic de données, ou qu'il connaît une défaillance, les parties individuelles du message peuvent toujours être adressées à la destination via d'autres chemins. Si une partie du message ne parvient pas à sa destination, seules les parties manquantes doivent être transmises à nouveau. L'inconvénient que présente l'utilisation de la segmentation et du multiplexage pour la transmission des messages à travers un réseau réside dans le niveau de complexité ajouté au processus. Imaginez que vous deviez envoyer une lettre de 100 pages, mais que chaque enveloppe ne peut contenir qu'une seule page. Le processus d'écriture de l'adresse, de mise sous enveloppe, d'envoi, de réception et d'ouverture de la totalité des 100 enveloppes prendrait beaucoup de temps à l'expéditeur et au destinataire. Dans les communications réseau, chaque partie du message doit suivre un processus similaire pour s'assurer qu'elle arrive à la destination correcte et qu'elle peut être rassemblée dans le contenu du message d'origine. À travers le réseau, plusieurs types de périphériques contribuent à garantir que les parties du message arrivent de manière fiable à leur destination. Composants du réseau. Le chemin emprunté par un message depuis une source jusqu'à une destination peut être aussi simple que la connexion entre deux ordinateurs via un seul câble, ou aussi complexe qu'un réseau parcourant le globe terrestre. Cette infrastructure réseau constitue la plateforme qui prend en charge notre réseau humain. Elle fournit le canal stable et fiable à travers lequel nos communications peuvent s'établir. Les périphériques et les supports représentent les éléments physiques ou le matériel du réseau. Le matériel correspond souvent aux composants visibles de la plateforme réseau, tels qu'un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un commutateur, ou le câblage qui sert à relier les périphériques. Parfois, certains composants ne sont pas visibles. Dans le cas d'un support sans fil, les messages sont transmis à travers l'air, à l'aide d'une fréquence radio ou d'ondes infrarouges invisibles. Les services et les processus constituent les programmes de communication, appelés logiciels, qui sont exécutés sur les périphériques réseau. Un service réseau fournit des informations en réponse à une demande. Les services incluent de nombreuses applications réseau courantes que les personnes utilisent quotidiennement, tels que les services d'hébergement de messagerie et les services d'hébergement web. Les processus fournissent les fonctionnalités qui dirigent et déplacent les messages à travers le réseau. Les processus nous semblent moins évidents, mais ils sont essentiels au fonctionnement des réseaux. Périphériques finaux et leur rôle sur le réseau. Les périphériques réseau auxquels les personnes sont le plus habituées sont appelés périphériques finaux. Ces périphériques forment l'interface entre le réseau humain et le réseau de communication sous-jacent. Certains de ces périphériques finaux sont les suivants: ordinateur, station de travail, ordinateur portable, serveur de fichiers, serveur web, imprimante réseau, téléphone voix, caméra de surveillance, périphérique portable mobile, par exemple, lecteur de code à barre sans fil ou assistant numérique personnel. Dans le cas d'un réseau, les périphériques finaux sont appelés hôtes. Un périphérique hôte constitue soit la source, soit la destination d'un message transmis à travers le réseau. Pour qu'il soit possible de faire une distinction entre les hôtes, chaque hôte situé sur un réseau est identifié par une adresse. Lorsqu'un hôte démarre une communication, il utilise l'adresse de l'hôte de destination pour indiquer où le message doit être envoyé. Dans les réseaux actuels, un hôte peut jouer le rôle de client, de serveur, ou les deux.
Le logiciel installé sur l'hôte détermine son rôle sur le réseau. Les serveurs sont des hôtes équipés des logiciels, leur permettant de fournir des informations et des services, comme des messages électroniques ou des pages web, à d'autres hôtes sur le réseau. Les clients sont des hôtes équipés d'un logiciel qui leur permet de demander des informations auprès du serveur et de les afficher. Périphériques intermédiaires et leur rôle sur le réseau. En plus des périphériques finaux, auxquels les personnes sont habituées, les réseaux dépendent de périphériques intermédiaires pour fournir une connectivité et travailler en arrière-plan, afin de garantir le flux des données à travers le réseau. Ces périphériques connectent les hôtes individuels au réseau et peuvent connecter plusieurs réseaux individuels, afin de former un interréseau. Parmi ces périphériques réseaux intermédiaires, citons les suivants: périphériques d'accès réseau, concentrateurs, commutateurs et points d'accès sans fil, périphériques interréseau, routeurs, serveurs et modems de communication, périphériques de sécurité, pare-feu. La gestion des données lors de leur passage à travers le réseau constitue également l'un des rôles des périphériques intermédiaires. Ces périphériques utilisent l'adresse d'hôte de destination, avec les informations concernant les interconnexions réseau, de manière à déterminer le chemin que doivent emprunter les messages à travers le réseau. Les processus qui s'exécutent sur les périphériques du réseau intermédiaire remplissent les fonctions suivantes: régénérer et retransmettre des signaux de données, gérer des informations indiquant les chemins qui existent à travers le réseau et l'interréseau, indiquer aux autres périphériques les erreurs et les échecs de communication, diriger des données vers d'autres chemins en cas d'échec de liaison, classifier et diriger des messages en fonction des priorités autoriser ou refuser le flux de données, selon des paramètres de sécurité. Support réseau. La communication à travers un réseau s'effectue sur un support. Ce support fournit le canal via lequel le message se déplace de la source à la destination. Les réseaux modernes utilisent principalement 3 types de supports pour interconnecter des périphériques et fournir le chemin par lequel les données peuvent être transmises. Ces supports sont les suivants: fils métallique dans des câbles, fibre de verre ou optique de plastique, câble en fibre optique, transmission sans fil. Le codage du signal qui doit se produire, afin de transmettre le message, diffère selon le type de support. Sur des fils métalliques, les données sont codées en impulsions électriques, qui correspondent à des modèles spécifiques. Les transmissions par fibre optique s'effectuent via des impulsions de lumière, dans des plages de lumière infrarouge ou visible. Dans les transmissions sans fil, des modèles d'ondes électromagnétiques illustrent les différentes valeurs de bits. Les différents types de supports réseau possèdent divers avantages et fonctionnalités. Tous les supports réseau ne possèdent pas les mêmes caractéristiques et ne conviennent pas pour les mêmes objectifs. Les critères de choix d'un support réseau sont la distance sur laquelle les supports peuvent transporter correctement un signal, l'environnement dans lequel les supports doivent être installés, la quantité de données et le débit de la transmission, le coût des supports et de l'installation. Réseaux locaux. Les infrastructures réseau peuvent considérablement varier selon la taille de la zone couverte, le nombre d'utilisateurs connectés, le nombre et les types de services disponibles. Un réseau individuel s'étend généralement sur une zone géographique unique et fournit des services et des applications aux personnes au sein d'une structure organisationnelle commune, telle qu'une entreprise, un campus ou une région. Ce type de réseau est appelé réseau local, LAN, Local Area Network. En règle générale, un réseau local est administré par une organisation unique. Le contrôle administratif, qui gère les stratégies de sécurité et de contrôle d'accès, s'applique au niveau du réseau. Réseau étendu. Lorsqu'une entreprise ou une organisation dispose d'emplacements séparés par d'importantes distances géographiques, il peut être nécessaire d'utiliser un fournisseur de services de télécommunications pour interconnecter les réseaux locaux à ces différents emplacements. Les fournisseurs de services de télécommunications utilisent d'importants réseaux régionaux pouvant parcourir de longues distances. Auparavant, ces fournisseurs de services de télécommunications transportaient des communications voix et données sur des réseaux distincts. Ces fournisseurs proposent à leurs abonnés de plus en plus de services réseaux d'information convergentes. Les organisations individuelles utilisent généralement des connexions via un réseau de fournisseurs de services de télécommunications. Ces réseaux qui connectent des réseaux locaux à des emplacements géographiquement séparés sont appelés réseaux étendus ou Wide Area Network. Bien que l'organisation gère l'ensemble des stratégies et de l'administration des réseaux locaux aux deux extrémités de la connexion, les stratégies au sein du réseau du fournisseur de services de communication sont gérées par le fournisseur de services de télécommunication.
Les réseaux étendus utilisent des périphériques réseaux spécialement conçus pour effectuer les interconnexions entre les réseaux locaux. En raison de l'importance de ces périphériques sur le réseau, la configuration, l'installation et la gestion de ces périphériques sont des domaines qui font partie du fonctionnement du réseau d'une organisation. Les réseaux locaux et étendus sont très utiles pour les organisations individuelles. Ils connectent les utilisateurs au sein de l'organisation. Ils permettent plusieurs formes de communication, y compris l'échange de courriels, les formations d'entreprises et autres partages de ressources. Internet, un réseau de réseaux. Même si l'utilisation d'un réseau local ou étendu présente certains avantages, la plupart d'entre nous devons communiquer avec une ressource sur un autre réseau, en dehors de notre organisation locale. Parmi les exemples de ce type de communication, citons l'envoi d'un courriel à un ami se trouvant dans un autre pays, l'accès à des informations ou à des produits sur un site web, l'obtention d'un fichier à partir de l'ordinateur d'un voisin, la messagerie instantanée avec une connaissance qui se trouve dans une autre ville, le suivi des résultats sportifs de son équipe favorite. Sur un téléphone portable. Interréseau. Un maillage international de réseaux interconnectés, interréseaux, répond à ses besoins humains en matière de communication. Une partie de ces réseaux interconnectés appartiennent à d'importants organismes publics et privés, tels que des organismes gouvernementaux ou des entreprises industrielles, et sont réservés à leur utilisation exclusive. L'interréseau accessible publiquement le plus connu, et dont l'utilisation est la plus répandue est Internet. Internet a été créé par l'interconnexion de réseaux qui appartiennent aux fournisseurs de services Internet, ISP, Internet Service Provider. Ces réseaux de fournisseurs de services Internet se connectent entre eux pour fournir un accès à des millions d'utilisateurs partout dans le monde. Garantir une communication efficace à travers cette infrastructure diverse implique l'application de technologies et de protocoles cohérents et communément reconnus, ainsi que la coopération entre de nombreux organismes gouvernementaux. Intranet. Le terme intranet est souvent utilisé pour faire référence à un réseau LAN privé qui appartient à une entreprise ou une administration et auquel peuvent accéder uniquement ses membres, ses employés ou des tierces personnes autorisées. Remarque, les termes suivants peuvent être interchangeables: interréseau, réseau de données et réseau. La connexion d'au moins deux réseaux de données forme un interréseau ou réseau de réseaux. Il est également courant de désigner un interréseau par le terme réseau de données, ou simplement réseau, lorsqu'il s'agit de communication à un niveau élevé. L'utilisation des termes dépend du contexte du moment, et il est possible d'interchanger ces termes. Représentation du réseau. Lors de la transmission d'informations complexes, telles que la connectivité du réseau et le fonctionnement d'un interréseau important, il est utile de recourir à des représentations et des graphiques visuels. Comme tout autre langage, le langage propre au réseau utilise un ensemble commun de symboles pour représenter les différents périphériques finaux, périphériques réseau et support. La capacité à reconnaître les représentations logiques des composants réseau physiques est essentielle pour être en mesure de visualiser l'organisation et le fonctionnement d'un réseau. Tout au long de ce cours et des travaux pratiques, vous apprendrez le fonctionnement de ces périphériques et la réalisation de tâches de configuration de base sur ces périphériques. En plus de ces représentations, une terminologie spécialisée est utilisée pour étudier la manière dont ces périphériques et supports se connectent entre eux. Les termes importants dont il faut se souvenir sont les suivants: carte réseau, une carte réseau ou adaptateur de réseau local, fourni de l'ordinateur ou d'un autre périphérique hôte. Les supports qui relient l'ordinateur au périphérique réseau se branchent directement à la carte réseau. Port physique, connecteur ou prise sur un périphérique réseau auquel le support est connecté à un hôte ou autre périphérique réseau. Interface, port spécialisé sur un périphérique réseau qui se connecte à des réseaux individuels. Puisque les routeurs sont utilisés pour interconnecter des réseaux, les ports sur un routeur sont appelés interfaces réseau. Utilisation de néotrace pour afficher les interréseaux. Règles qui régissent les communications. Toutes les communications, face à face ou à travers un réseau, sont régies par des règles prédéterminées appelées protocoles. Ces protocoles sont spécifiques aux caractéristiques de la conversation. Dans nos communications personnelles quotidiennes, les règles que nous utilisons pour communiquer à travers un support, par exemple, un appel téléphonique, ne sont pas nécessairement identiques aux protocoles d'utilisation d'un autre support, tel que l'envoi d'une lettre.
Pensez au nombre de règles et de protocoles différents, qui régissent l'ensemble des différentes méthodes de communication existant actuellement dans le monde. La réussite d'une communication entre des hôtes sur un réseau requiert l'interaction de nombreux protocoles différents. Un groupe de protocoles associés entre eux est nécessaire pour remplir une fonction de communication, est appelée suite de protocoles. Ces protocoles sont implémentés dans le logiciel et le matériel chargé sur chaque hôte et périphérique réseau. L'une des meilleures manières pour visualiser la manière dont l'ensemble de ces protocoles interagit sur un hôte spécifique est de l'afficher sous forme de pile. Une pile de protocoles indique la manière dont des protocoles individuels au sein d'une suite sont implémentés sur l'hôte. Les protocoles sont affichés sous forme de hiérarchie en couches, avec chaque service de niveau supérieur, qui dépend de la fonctionnalité définie par les protocoles affichés au niveau inférieur. Les couches inférieures de la pile s'occupent du déplacement de données sur le réseau et de la fourniture de services aux couches supérieures, qui elles se concentrent sur le contenu du message en cours d'envoi et l'interface utilisateur. Utilisation de couches pour décrire une communication face à face. Supposez, par exemple, que deux personnes communiquent face à face. Comme illustré dans la figure, vous pouvez utiliser 3 couches pour décrire cet exercice. À la couche inférieure, la couche physique, se trouvent 2 personnes, chacune douée de la parole et pouvant prononcer des mots à haute voix. À la deuxième couche, celle des règles, nous disposons d'un accord pour parler dans une langue commune. À la couche supérieure, la couche du contenu, nous possédons les mots qui sont prononcés, le contenu de la communication. Si nous devions assister à cette conversation, nous ne pourrions pas réellement voir ces couches flottant dans l'espace. Il est important de comprendre que l'utilisation de couches est un modèle qui, en tant que tel, est un moyen pratique de diviser une tâche complexe en plusieurs parties, et de décrire le fonctionnement de ces parties. Protocole réseau. Au niveau humain, certaines règles de communication sont formelles et d'autres sont simplement comprises ou implicites, en fonction de la coutume et de la pratique. Afin que des périphériques puissent communiquer correctement, une suite de protocoles réseau doit décrire des exigences et des interactions précises. Les suites de protocoles réseau décrivent des processus tels que le format ou la structure du message, la méthode selon laquelle des périphériques réseau partagent des informations sur des chemins avec d'autres réseaux, comment et à quel moment des messages d'erreur et système sont transférés entre des périphériques, la configuration et l'arrêt des sessions de transfert de données. Des protocoles individuels dans une suite de protocoles peuvent être spécifiques aux fournisseurs et propriétaires. Propriétaire, dans ce contexte, signifie qu'une société ou qu'un fournisseur contrôle la définition du protocole et la manière dont il fonctionne. Certains protocoles propriétaires peuvent être utilisés par différentes organisations avec l'autorisation du propriétaire. D'autres peuvent uniquement être implémentés sur du matériel fabriqué par le fournisseur propriétaire. Suite de protocoles et normes de l'industrie. Souvent, de nombreux protocoles qui comprennent une suite de protocoles font référence à d'autres protocoles largement utilisés ou normes de l'industrie. Une norme est un processus ou un protocole reconnu par l'industrie du réseau et ratifié par une organisation de normes, telle que l'Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEE, ou le groupe de travail IETF. L'utilisation de normes dans le développement et l'implémentation de protocoles garantit que les produits provenant de différents fabricants peuvent fonctionner ensemble pour créer des communications efficaces. Si un fabricant spécifique n'adhère pas strictement à un protocole, son équipement ou ses logiciels risquent de ne pas communiquer correctement avec les produits d'autres fabricants. Dans les communications de données, par exemple, si l'une des extrémités d'une conversation utilise un protocole pour gérer une communication unidirectionnelle, et que l'autre extrémité suppose qu'il s'agit d'un protocole décrivant une communication bidirectionnelle, en toute probabilité, aucune information ne peut être échangée. Interaction des protocoles. L'interaction entre un serveur web et un navigateur web constitue un exemple de l'utilisation d'une suite de protocoles dans des communications réseau. Cette interaction utilise plusieurs protocoles et normes dans le processus d'échange d'informations entre ceux-ci. Les différents protocoles fonctionnent entre eux pour garantir que les messages sont reçus et compris par les deux parties. Exemple de tel protocole. Protocole d'application, le protocole de transfert hypertexte, Hypertext Transfer Protocol, protocole HTTP, régit la manière dont un serveur web et un client web interagissent. Le protocole HTTP décrit le contenu et la mise en forme des requêtes et des réponses échangées entre le client et le serveur.
Les logiciels du client et du serveur web implémentent le protocole HTTP dans le cadre de l'application. Le protocole HTTP dépend d'autres protocoles pour gérer le transport des messages entre le client et le serveur. Protocole de transport, le protocole TCP, Transmission Control Protocol, représente le protocole de transport, qui gère les conversations individuelles entre des serveurs web et des clients web. Le protocole TCP divise les messages HTTP en parties de plus petite taille, appelées segments, pour les envoyer aux clients de destination. Ce protocole est également responsable du contrôle de la taille et du débit d'échange de messages entre le serveur et le client. Protocole interréseau. Le protocole interréseau le plus courant est le protocole IP, Internet Protocol. Le protocole IP est responsable de la récupération des segments formatés à partir du protocole TCP, de leur encapsulation en paquets, de l'affectation des adresses appropriées, et de la sélection du meilleur chemin vers l'hôte de destination. Protocole d'accès au réseau. Les protocoles d'accès au réseau décrivent deux fonctions principales, la gestion des liaisons de données, et la transmission physique des données sur les supports. Les protocoles de gestion de liaison de données prennent les paquets depuis le protocole IP, et les formatent pour les transmettre à travers les supports. Les normes et les protocoles des supports physiques régissent la manière dont les signaux sont envoyés à travers les supports, ainsi que leur interprétation par les clients destinataires. Des émetteurs-récepteurs sur les cartes réseau implémentent les normes appropriées pour les supports en cours d'utilisation. Protocole indépendant de la technologie. Les protocoles réseau décrivent les fonctions qui se produisent au cours de communication réseau. Dans l'exemple d'une conversation face à face, un protocole de communication peut stipuler qu'afin de signaler que la conversation est terminée, l'expéditeur doit demeurer silencieux pendant 2 secondes complètes. Cependant, ce protocole ne spécifie pas comment l'expéditeur doit demeurer silencieux pendant ces 2 secondes. En général, les protocoles n'indiquent pas comment remplir une fonction particulière, en indiquant uniquement quelles fonctions sont requises pour une règle de communication spécifique, mais pas comment ces fonctions doivent être exécutées. L'implémentation d'un protocole particulier peut être indépendante de la technologie. Si nous prenons l'exemple d'un serveur web, le protocole HTTP ne spécifie pas le langage de programmation utilisé pour créer le navigateur, ni le logiciel de serveur web qui doit être utilisé pour traiter les pages web, ni le système d'exploitation sous lequel le logiciel est exécuté, ni les exigences matérielles pour afficher le navigateur. Il ne décrit pas non plus la manière dont le serveur doit détecter les erreurs, même s'il décrit ce que doit effectuer le serveur en cas d'erreur. Cela signifie qu'un ordinateur et tout autre périphérique, par exemple, des téléphones portables ou des assistants numériques personnels, peut accéder à une page web stockée sur n'importe quel type de serveur web, qui utilise n'importe quel système d'exploitation, n'importe où sur Internet. Avantage de l'utilisation d'un modèle en couche. Pour visualiser l'interaction entre différents protocoles, un modèle en couche est généralement utilisé. Un modèle en couche illustre le fonctionnement des protocoles dans chaque couche, ainsi que l'interaction avec les couches supérieures et inférieures. L'utilisation d'un modèle en couche présente certains avantages pour décrire des protocoles et des opérations sur un réseau. L'utilisation d'un modèle en couche aide à la conception d'un protocole, car des protocoles qui fonctionnent à une couche spécifique disposent d'informations définies à partir desquelles ils agissent, ainsi que d'une interface définie par rapport aux couches supérieures et inférieures. Il encourage la concurrence, car les produits de différents fournisseurs peuvent fonctionner ensemble. Il permet d'éviter que des changements technologiques ou fonctionnels dans une couche ne se répercutent sur d'autres couches, supérieures et inférieures. Fournit un langage commun pour décrire des fonctions et des fonctionnalités réseau. Modèle de protocole et de référence. Il existe 2 types de modèles de réseau de base, les modèles de protocole et les modèles de référence. Un modèle de protocole fournit un modèle qui correspond étroitement à la structure d'une suite de protocoles particulière. L'ensemble hiérarchique des protocoles associés dans une suite représente généralement toutes les fonctionnalités requises à l'interface entre le réseau humain et le réseau de données. Le modèle TCP/IP est un modèle de protocole, car il décrit les fonctions qui interviennent à chaque couche de protocole au sein de la suite TCP/IP. Un modèle de référence fournit une référence commune pour maintenir la cohérence dans tous les types de protocoles et de services réseau. Un modèle de référence n'est pas destiné à être une spécification d'implémentation, ni à fournir un niveau de détail suffisant pour définir précisément les services de l'architecture réseau. Le principal objectif d'un modèle de référence est d'assurer une compréhension plus claire des fonctions et du processus impliqué.
Le modèle OSI, Open System Interconnection, constitue le modèle de référence interréseau le plus connu. Il est utilisé pour la conception de réseaux de données, des spécifications d'opérations, et la résolution de problèmes. Bien que les modèles TCP, IP et OSI soient les principaux modèles utilisés, lorsqu'il s'agit de fonctionnalités réseau, les concepteurs de protocoles, de services ou de périphériques réseau peuvent créer leur propre modèle pour représenter leurs produits. Enfin, les concepteurs doivent communiquer avec l'industrie en associant leurs produits ou leurs services au modèle OSI ou TCP, IP ou O2. Modèle TCP, IP. Le premier modèle de protocole en couche pour les communications interréseaux fut créé au début des années 70 et est appelé modèle Internet. Il définit 4 catégories de fonctions qui doivent s'exécuter pour que les communications réussissent. L'architecture de la suite de protocoles TCP/IP suit la structure de ce modèle. Pour cette raison, le modèle Internet est généralement appelé modèle TCP/IP. La plupart des modèles de protocole décrivent une pile de protocoles spécifiques au fournisseur. Cependant, puisque le modèle TCP/IP est une norme ouverte, aucune entreprise ne contrôle la définition du modèle. Les définitions de la norme et des protocoles TCP/IP sont traitées dans un forum public et définies dans un ensemble de documents disponibles au public. Ces documents sont appelés documents RFC, Request for Comment. Ils contiennent les spécifications formelles des protocoles de données ainsi que des ressources qui décrivent l'utilisation des protocoles. Les documents RFC contiennent également des documents techniques et organisationnels concernant Internet, y compris les spécifications techniques et les documents de stratégie fournis par le groupe de travail IETF. Processus de communication. Le modèle TCP/IP décrit la fonctionnalité des protocoles qui constituent la suite de protocoles TCP/IP. Ces protocoles, qui sont implémentés sur les hôtes émetteurs et récepteurs, interagissent pour fournir une livraison de bout en bout d'application sur un réseau. Un processus de communication complet comprend ces étapes. 1. Création de données sur la couche application du périphérique final d'origine. 2. Segmentation et encapsulation des données, lorsqu'elles descendent la pile de protocoles dans le périphérique final source. 3. Génération des données sur les supports au niveau de la couche d'accès au réseau de la pile. 4. Transport des données via l'interréseau, qui est constitué de supports, et de n'importe quel périphérique intermédiaire. 5. Réception des données au niveau de la couche d'accès au réseau du périphérique final de destination. 6. Décapsulation et assemblage des données, lorsqu'elles remontent la pile dans le périphérique de destination. 7. Transmission de ces données à l'application de destination, au niveau de la couche application du périphérique final de destination. Unité de données de protocole et encapsulation. Lorsque les données d'application descendent la pile de protocoles en vue de leur transmission sur le support réseau, différents protocoles ajoutent des informations à chaque niveau. Il s'agit du processus d'encapsulation. La forme qu'emprunte une donnée sur n'importe quelle couche est appelée unité de données de protocole. Au cours de l'encapsulation, chaque couche suivante encapsule l'unité de données de protocole qu'elle reçoit de la couche supérieure en respectant le protocole en cours d'utilisation. À chaque étape du processus, une unité de données de protocole possède un nom différent qui reflète sa nouvelle apparence. Bien qu'il n'existe aucune convention d'attribution de nom universel pour les unités de données de protocole, dans ce cours, les unités de données de protocole sont nommées en fonction des protocoles de la suite TCP/IP. Données, terme générique pour l'unité de données de protocole utilisée à la couche application, segment, unité de données de protocole de la couche transport, paquet, unité de données de protocole de la couche interréseau, tram, unité de données de protocole de la couche d'accès réseau, bit, unité de données de protocole utilisée lors de la transmission physique de données à travers le support. Processus d'envoi et de réception. Lors de l'envoi de messages sur un réseau, la pile de protocoles sur un autre fonctionne de haut en bas. Dans l'exemple du serveur web, nous pouvons utiliser le modèle TCP/IP pour illustrer le processus d'envoi d'une page web HTML à un client. Le protocole de la couche application, HTTP, démarre le processus en livrant à la couche transport les données de la page web au langage HTML. Dans la couche transport, les données de la couche application sont divisées en segments TCP. Chaque segment TCP reçoit une étiquette, appelée en tête, qui contient des informations pour désigner le processus s'exécutant sur l'ordinateur de destination, qui doit recevoir le message.
Il contient également les informations pour permettre au processus de destination de réassembler les données selon leur format d'origine. La couche transport encapsule les données HTML de la page web au sein du segment, et les envoie à la couche Internet, où est implémenté le protocole IP. Dans cette couche, la totalité du segment TCP est encapsulée dans ce paquet IP, qui ajoute une autre étiquette, appelée entête IP. L'entête IP contient des adresses IP de source et de destination, ainsi que des informations nécessaires à la livraison du paquet à son processus de destination correspondant. Ensuite, le paquet IP est envoyé au protocole Ethernet de la couche d'accès réseau, où il est encapsulé dans un entête de trame et une queue de bande, ou en queue de trame. Chaque entête de trame contient une adresse physique source et de destination. L'adresse physique identifie de manière unique les périphériques sur le réseau local. L'enquête contient des informations de vérification d'erreur. Enfin, les bits sont codés sur le support Ethernet par la carte réseau du serveur. Ce processus est inversé sur l'hôte de réception. Les données sont décapsulées au fur et à mesure qu'elles se déplacent vers la partie supérieure de la pile et l'application d'utilisateur final. Le modèle OSI. À l'origine, le modèle OSI a été conçu par l'Organisation internationale de normalisation, ISO, International Organization for Standardization, pour fournir un cadre dans lequel concevoir une suite de protocoles système ouverts. L'idée était que cet ensemble de protocoles serait utilisé pour développer un réseau international qui ne dépendrait pas de systèmes propriétaires. Malheureusement, du fait de la rapidité avec laquelle Internet basé sur TCP/IP a été adopté, ainsi que de la vitesse avec laquelle il s'est développé, le développement et l'acceptation de la suite de protocoles OSI sont restés à la traîne. Même si peu de protocoles développés à l'aide des spécifications OSI font l'objet d'une utilisation répandue aujourd'hui, le modèle OSI à cette couche a apporté des contributions essentielles au développement d'autres protocoles et produits pour tous les types de nouveaux réseaux. En tant que modèle de référence, le modèle OSI fournit une liste exhaustive de fonctions et de services qui peuvent intervenir à chaque couche. Il décrit également l'interaction de chaque couche avec les couches directement supérieures et inférieures. Bien que le contenu de ce cours soit structuré autour du modèle OSI, la discussion traitera essentiellement des protocoles identifiés dans la pile de protocoles TCP/IP. Notez que si les couches du modèle TCP/IP sont désignées par leur nom uniquement, les 7 couches du modèle OSI sont plus fréquemment désignées par un numéro que par un nom. Comparaison des modèles TCP/IP et OSI. Les protocoles qui constituent la suite de protocoles TCP/IP peuvent être décrits selon les termes du modèle de référence OSI. Dans le modèle OSI, la couche d'accès réseau et la couche application du modèle TCP/IP sont encore divisées pour décrire des fonctions discrètes qui doivent intervenir au niveau de ces couches. Au niveau de la couche d'accès au réseau, la suite de protocoles TCP/IP ne spécifie pas quel protocole utiliser lors de la transmission à travers un support physique, elle décrit uniquement la remise depuis la couche Internet au protocole réseau physique. Les couches OSI 1 et 2 traitent des procédures nécessaires à l'accès au support, et des moyens physiques pour envoyer des données à travers un réseau. Les principaux parallèles entre les deux modèles de réseau se situent aux couches 3 et 4 du modèle OSI. La couche 3 du modèle OSI, la couche réseau, est utilisée presque partout dans le monde pour traiter et documenter la plage des processus qui interviennent dans tous les réseaux de données, afin d'adresser et d'acheminer des messages à travers un interréseau. Le protocole IP est le protocole de la suite TCP/IP qui contient la fonctionnalité décrite à la couche 3. La couche 4, la couche transport du modèle OSI, sert souvent à décrire des services ou des fonctions générales qui gèrent des conversations individuelles entre des autres sources et de destination. Ces fonctions 25 incluent l'accusé de réception, la reprise sur erreur et le séquencement. À cette couche, les protocoles TCP/IP de contrôle de transmission et UDP fournissent les fonctionnalités nécessaires. La couche application TCP/IP inclut plusieurs protocoles qui fournissent des fonctionnalités spécifiques à plusieurs applications d'utilisateur final.
Les couches 5, 6 et 7 du modèle OSI sont utilisées en tant que référence pour les développeurs et les éditeurs de logiciels d'application, afin de créer des produits qui doivent accéder au réseau pour des communications. Adressage dans le réseau. Le modèle OSI décrit des processus de codage, de mise en forme, de segmentation et d'encapsulation de données pour la transmission sur le réseau. Un flux de données envoyé depuis une source vers une destination peut être divisé en parties et entrelacé avec des messages transmis depuis d'autres hôtes vers d'autres destinations. À n'importe quel moment, des milliards de ces parties d'informations se déplacent sur un réseau. Il est essentiel que chaque donnée contienne les informations d'identification suffisantes afin d'arriver à bonne destination. Il existe plusieurs types d'adresses qui doivent être incluses pour livrer correctement les données depuis une application source exécutée sur un hôte à l'application de destination correcte exécutée sur un autre. En utilisant le modèle OSI comme guide, nous apercevons les différents identificateurs et adresses nécessaires à chaque couche. Acheminement des données jusqu'au périphérique final. Au cours du processus d'encapsulation, des identificateurs d'adresse sont ajoutés aux données lorsque celles-ci descendent la pile de protocoles sur l'hôte source. Tout comme il existe plusieurs couches de protocoles qui préparent les données à la transmission vers leur destination, il existe plusieurs couches d'adressage pour garantir leur livraison. Le premier identificateur, l'adresse physique de l'hôte, est contenu dans l'entête de l'unité de données de protocole de la couche 2, appelée trame. La couche 2 est chargée de la livraison des messages sur un réseau local unique. L'adresse de couche 2 est unique sur le réseau local et représente l'adresse du périphérique final sur le support physique. Dans un réseau local qui utilise Ethernet, cette adresse est appelée adresse MAC, Media Access Control. Lorsque deux périphériques finaux communiquent sur le réseau Ethernet local, les trames échangées entre eux contiennent les adresses MAC de destination et source. Une fois qu'une trame a été correctement reçue par l'hôte de destination, les informations sur l'adresse de couche 2 sont supprimées lors de la décapsulation des données et de leur déplacement vers le haut de la pile de protocole, à la couche 3. Acheminement des données à travers l'interréseau. Les protocoles de la couche 3 ont été principalement conçus pour déplacer des données depuis un réseau local vers un autre réseau local au sein d'un interréseau. Tandis que les adresses de la couche 2 sont uniquement utilisées pour communiquer entre des périphériques sur un réseau local unique, les adresses de la couche 3 doivent inclure des identificateurs qui permettent aux périphériques réseaux intermédiaires de localiser des hôtes sur différents réseaux. Dans la suite de protocoles TCP/IP, chaque adresse hôte IP contient des informations sur le réseau où se trouve l'hôte. À la limite de chaque réseau local, un périphérique réseau intermédiaire, généralement un routeur, décapsule la trame pour lire l'adresse hôte de destination contenue dans l'entête du paquet, l'unité de données de protocole de la couche 3. Les routeurs utilisent la partie d'identificateur de réseau de cette adresse pour déterminer le chemin à utiliser, afin d'atteindre l'hôte de destination. Une fois le chemin déterminé, le routeur encapsule le paquet dans une nouvelle trame, et l'envoie vers le périphérique final de destination. Lorsque la trame atteint sa destination finale, les entêtes de trame et de paquets sont supprimées et les données sont transmises à la couche 4 supérieure. Acheminement des données jusqu'à l'application adéquate. Au niveau de la couche 4, les informations contenues dans l'entête d'unité de données de protocole n'identifient pas d'hôte de destination ni de réseau de destination. Ce qu'elles identifient est le processus ou le service spécifique s'exécutant sur le périphérique hôte de destination, qui doit intervenir sur les données en cours de livraison. Les hôtes, qu'il s'agisse de clients ou de serveurs sur Internet, peuvent exécuter simultanément plusieurs applications réseau. Les personnes qui utilisent des ordinateurs personnels disposent souvent d'un client de messagerie qui s'exécute en même temps qu'un navigateur web, un programme de messagerie instantanée, certaines transmissions multimédia en continu, et même un jeu le cas échéant. Tous ces programmes qui s'exécutent séparément constituent des exemples de processus individuels. L'affichage d'une page web invoque au moins un processus réseau. Cliquer sur un lien hypertexte entraîne la communication d'un navigateur web avec un serveur web. Au même moment, en arrière-plan, un client de messagerie peut envoyer et recevoir un courriel et un collègue ou un ami peut être en train d'envoyer un message instantané. Imaginez un ordinateur ne disposant que d'une interface réseau. Tous les flux de données créés par les applications qui sont exécutées sur l'ordinateur personnel entrent et sortent à travers cette interface unique.
Pourtant, les messages instantanés n'apparaissent pas subitement au milieu d'un document de traitement de texte, ou d'un courriel qui apparaît dans un jeu. La raison à cela est que les processus individuels exécutés sur les autres sources et de destination communiquent entre eux. Chaque application ou service est représenté, au niveau de la couche 4 par un numéro de port. Un dialogue unique entre des périphériques est identifié par une paire de numéros de port source et de destination de la couche 4, qui représentent les deux applications qui communiquent. Lors de la réception des données sur l'hôte, le numéro de port est examiné pour déterminer quel processus ou application constitue la destination correcte des données. Guerrier du réseau. Il existe une ressource amusante qui vous aide à visualiser les concepts de réseau, l'animation Warrior of the Net, ou Guerrier du réseau, de TNG Media Laboratoire. Avant de visualiser la vidéo, tenez compte des remarques suivantes. Premièrement, au regard des concepts étudiés dans ce chapitre, demandez-vous à quel moment dans la vidéo, vous vous trouvez sur un réseau local, sur un réseau étendu, sur un intranet, sur Internet. Identifiez quels sont les périphériques finaux par rapport aux périphériques intermédiaires, comment les modèles OSI et TCP/IP s'appliquent, quels protocoles sont impliqués. Deuxièmement, vous ne connaissez peut-être pas certains termes mentionnés dans la vidéo. Les types de paquets mentionnés font référence au type des données de niveau supérieur, TCP, protocole UDP, ping ICMP, ping fatal, qui sont encapsulés dans les paquets IP. L'ensemble est finalement converti en paquets IP. Les périphériques que le paquet rencontre lors de son voyage sont le routeur, le serveur proxy, le commutateur de routeur, l'intranet d'entreprise, le proxy, l'URL, le pare-feu, la bande passante, les hôtes et le serveur web. Troisièmement, s'il est explicitement fait référence au numéro de port 21, 23, 25, 53 et 80 dans la vidéo, il n'est fait référence aux adresses IP qu'implicitement. Savez-vous à quel moment? À quel moment dans la vidéo des adresses MAC sont-elles impliquées? Enfin, même si toutes les animations comportent souvent des simplifications, la vidéo comporte une erreur évidente. Au bout de 5 minutes environ, une question est posée sur ce qui se passe lorsque Monsieur IP ne reçoit pas d'accusé de réception. Il envoie simplement un paquet de remplacement. Comme vous allez le découvrir dans les chapitres suivants, il ne s'agit pas d'une fonction du protocole Internet de la couche 3, qui est un protocole de livraison dit d'acheminement au mieux mais pas fiable, mais plutôt d'une fonction du protocole TCP de la couche transport. À la fin de ce cours, vous aurez une bien meilleure compréhension d'ensemble des concepts décrits dans la vidéo. Bonne vidéo. Téléchargez le film sur le site http://www.warriorsoft.net